Bonjour à tous, soyez les bienvenus à cette nouvelle série d'ateliers organisée conjointement par le Journal des Flottes et Olson, en partenariat avec Watèa et Carglass, que je remercie chaleureusement. Alors nous sommes réunis aujourd'hui pour aborder la thématique suivante, les utilitaires légers à l'heure des énergies alternatives. Et nous verrons la semaine prochaine comment les utilitaires ont évolué dans d'autres domaines, comme le confort et la sécurité. Donc nous sommes réunis aujourd'hui pour aborder la thématique suivante, les utilitaires légers à l'heure des énergies alternatives. Donc pour débattre de ce sujet aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir en plateau Nathalie Da Silva. Donc vous êtes responsable prévention des risques routiers et écomobilité chez Honnête. Parfait. Bonjour Nathalie. Bonjour. J'accueille ensuite Stéphane Montagnon. Donc vous êtes directeur du pôle consulting chez Olson. Bonjour Damien. Bonjour Stéphane. Et ensuite, j'accueille deux jeunes acteurs de la mobilité en entreprise, de la mobilité électrique en entreprise sur le secteur des utilitaires légers. Donc David Holderbach, Oui, vous bonjour. êtes président, directeur général d'IVIA. Oui, bonjour. Donc IVIA, donc la co-entreprise, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, mais la co-entreprise entre Renault et Plug Power. Absolument. Et enfin, Pierre-Yves Lebert, donc vous êtes vice-président stratégie et marketing de Watèa. Donc Watèa, qui est la filiale de Michelin, spécialisée dans l'accompagnement des entreprises sur l'électrification des utilitaires légers. Voilà, j'ai bien résumé, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Parfait. Premier élément, en fait, en préparant cet atelier, je suis tombé par hasard sur une date, octobre 2011. Alors c'est une petite devinette, est-ce que vous savez ce qui s'est passé en octobre 2011 sur le marché des utilitaires légers électriques? Alors, je vous prends un petit peu de cours. Bon, je vais vous donner la réponse tout de suite. Hein. C'est la date d'entrée en production du Renault Kangoo Z2. C'est ce que j'aurais dit, oui. Ouais. Voilà, donc on peut parler d'acte fondateur des utilitaires électriques, de pionniers sur le marché des utilitaires électriques. Donc maintenant, voilà, ça fait 10 ans pratiquement jour pour jour que l'aventure a finalement été lancée sur le marché français. Donc depuis, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup de constructeurs qui se sont invités sur ce segment-là. Il y a beaucoup de nouveautés qui sont arrivées et beaucoup de projets en cours de préparation et nous allons en aborder pas mal aujourd'hui. Mais voilà, j'aimerais aussi contrebalancer ces 10 ans de progrès sur l'utilitaire léger avec quelques chiffres du marché, notamment depuis le début de l'année sur le secteur des flottes. Donc je vais vous les lire. Hein. Il y a à peu près 250 000 utilitaires légers en flotte qui ont été immatriculés depuis le mois de janvier, dont 7 300 électriques. Donc on est à peu près à une part de marché de 3%. Donc, ce qui est finalement par rapport, quand on compare au marché des voitures particulières, on est quand même à des pourcentages assez faibles encore sur ce segment-là. Donc au regard de ces chiffres-là, comment vous expliquez finalement que ce segment des utilitaires légers a un petit peu de mal au démarrage? Donc pourquoi l'impulsion n'a pas été donnée encore? Peut-être David, si vous avez un éclairage à nous apporter. Je pense qu'il y a plusieurs éléments à cela. C'est un petit peu comme le véhicule particulier, il y a le problème d'infrastructure. Hein, j'ai la voiture, mais comment je la recharge? Donc le véhicule utilitaire, la même problématique. Et puis après, je pense comme ce sont des outils de travail, les artisans ont beaucoup moins de velléité à faire le changement parce que c'est une prise de risque au départ. Alors Pierre-Yves, aujourd'hui on est sur 90% de diesel sur les immatriculations utilitaires. Donc vous, votre credo, c'est l'électrification. Donc qu'est-ce qui manque encore? Quel est l'élément déclencheur qui est attendu? Nous, on est vraiment sur l'électrification des flottes et surtout des véhicules utilitaires. Donc aujourd'hui, ce qui manque, la première chose, c'est qu'on a des barrières psychologiques qui sont inhérentes, je dirais, à l'histoire du véhicule électrique, pas d'autonomie, pas de disponibilité, etc., etc. Ça, c'est la première chose. On dépasse ça assez rapidement maintenant parce que les véhicules ont beaucoup progressé. L'autre chose aussi, c'est la complexité. Il y a plein d'administratifs à faire, il y a des primes, il y a Advenir qui vient d'arriver, etc., etc. Donc il y a une certaine complexité. Et puis quelque part, on vous dit, il va falloir installer la station chez vous. Alors, quand vous avez un véhicule particulier, c'est très simple. Vous avez une prise, on vous met une box, tout se passe bien. Quand vous commencez à avoir 3-4 véhicules, là, il va falloir aller discuter sur le compteur. Et puis, si votre véhicule, il doit aller un petit peu plus loin que juste je reviens au dépôt le soir, il va falloir parler d'itinérance. Donc l'itinérance, c'est un petit peu comme si on vous expliquait que votre diesel, il n'a que 12 litres et que là, au-delà des 12 litres, il va falloir trouver une station essence qui va vous mettre 4 litres de plus pour rentrer à la maison. Et puis quelquefois, cette station, elle a été prévue pour des véhicules qui ne sont pas les vôtres. Faire un emplacement de Zoé par rapport à un 10 mètres cubes,
ça ne marche pas bien. Hein. Donc voilà, donc il y a toute cette prise de conscience qui se fait. Et cette prise de conscience, en fait, elle est réelle et aujourd'hui applicable sur les grosses flottes, c'est-à-dire qu'ils comprennent bien en fait, ce qu'il faut faire. Dès qu'on est dans la zone des 25-500 véhicules, même quelquefois 3-4 véhicules, là, on commence à prendre conscience que finalement, c'est plus compliqué que prévu et on a tendance à repousser un petit peu l'échéance. Alors Nathalie nous apportera un éclairage sur justement un processus d'électrification au niveau d'un grand groupe. Mais au préalable, j'aurais voulu échanger avec vous, Stéphane, sur la fiscalité appliquée aux utilitaires légers. Donc aujourd'hui, quelle est finalement la fiscalité de ces utilitaires et quels sont les curseurs qui pourraient faire que le marché évolue? Alors, la fiscalité des véhicules utilitaires, elle est assez simple. Il n'y en a pas sur le marché français. Il n'y a pas de fiscalité associée aux véhicules utilitaires. Et quand on fait le parallèle avec les VP, c'est aussi une des raisons de la difficulté de l'électrification. C'est que les VP ont un poids fiscal important à travers la TVS, les malus, la TVA qui n'est pas récupérable sur le carburant, sur le loyer, et puis parfois des avantages en nature associés à l'usage véhicule de fonction. Côté utilitaire, on récupère la TVA sur l'énergie, sur le loyer, sur les services. Il n'y a pas de malus, donc on a que des moins, là on n'a que des plus. Donc déjà, ça fait un premier effet qui rend plus difficile le VU, c'est que comparativement au VP, il est plus difficile à électrifier parce qu'il coûte plus cher en comparaison de son équivalent thermique. Donc il y a cette première chose. Néanmoins, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même des moins dans la fiscalité du VU, enfin des moins au sens, ça fait descendre l'addition, c'est qu'on a un bonus écologique qui est favorable, il a été maintenu à 5 000 €, donc ça représente souvent une part significative du TCO, et puis un deuxième dispositif qui a vu le jour après l'été, qui s'adresse plutôt aux artisans, puisque pour pouvoir en bénéficier, il faut avoir un véhicule à mettre à la casse, c'est la prime à la conversion, qui va jusqu'à 8 000 €, donc c'est quand même des grosses sommes, 8 000 plus 5 000 €, ça fait 13 000 € de baisse sur le prix d'achat. C'est quand même des montants importants. Donc aujourd'hui, on va voir que la fiscalité du VU, comme elle n'existe pas, on ne peut pas trop jouer dessus pour le mettre en avant. Néanmoins, le VU, il a d'autres avantages, notamment il a un poids énergétique important dans son coût de détention, ce qui fait que quand on passe à l'électrique, on y gagne. Alors, on abordera la question du TCO dans un second temps. Et je voulais aussi avoir avec vous cette approche du marché qui potentiellement devrait évoluer parce qu'il y a un contexte réglementaire qui est en train de se mettre en place. Donc, il y a les ZFE, les quotas d'électrification dans les entreprises. Donc, est-ce que finalement, on commence à sentir un intérêt des entreprises pour ces deux éléments réglementaires et est-ce que ça les incite à franchir le pas ? Alors, tout à fait. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que l'intérêt est grandissant. Ça ne se traduit pas nécessairement dans les chiffres d'immatriculation actuels. Alors, on va distinguer deux choses. On va distinguer effectivement les grosses flottes qui disent, bon, on met en place une structure, c'est-à-dire des gens qui vont s'occuper un peu de tout ça, de l'électrification, pour déployer petit à petit en fait, des flottes à l'échelle d'un territoire national, souvent. Et puis après, vous avez des flottes qui sont moins grandes, qui commencent à prendre conscience qui ont plutôt tendance à repousser un petit peu les échéances, à l'exception près des clients. C'est-à-dire quand leurs clients leur demandent, et nous on a vendu beaucoup dans le last mile delivery, les colis qui arrivent en 2 heures après 2 clics, là c'est le client qui va avoir un vieux diesel en zone résidentielle, et là le client il demande à avoir de l'électrique, donc la chaîne en fait, c'est pas que la ZFE, la loi NOM, c'est aussi le client final. Et en fait, on le voit sur ces segments-là, comme dans le BTP, ou dans les cahiers des charges, il faut avoir tant de pourcents de véhicules électriques. Donc, c'est un espèce de push-pull entre la loi d'un côté et puis les clients de l'autre, qui fait que petit à petit, en fait, l'intérêt grandit. On le voit dans les demandes aujourd'hui. Donc, la transition est toute trouvée pour aborder le sujet de l'électrification chez Honnête, Nathalie. Donc, comme disait Pierre-Yves, vous avez entamé un processus d'électrification, parfois, même souvent, à la demande de vos clients, c'est bien ça ? Oui, exactement. Honnête est une société familiale, une société française. Le parc de véhicules est plus de 4000 véhicules. 3/4 sont des véhicules utilitaires. Nous intervenons dans différents secteurs et c'est là que je vous rejoins. Donc, selon les secteurs, la demande des clients n'est pas forcément la même.
les demandes concernant la propreté avaient été initiées il y a de nombreuses années avec ce qu'on appelle des véhicules captifs chez le client, où le client nous imposait effectivement des véhicules électriques sur site, notamment pour Honnête qui intervient sur des sites nucléaires. Il y a aussi l'aéroportuaire qui était vraiment à l'initiative, et Honnête avait mesuré non seulement l'impact de ces émissions d'effet de serre, mais également pour le domaine de la propreté, également l'impact des produits utilisés dans le milieu de la propreté comme des produits de nettoyage biolabellisés. Donc l'impact environnemental dans sa globalité a été pris en compte depuis plus de 10 ans. Dans l'aspect électrification, nous avons travaillé avec Olson effectivement pour recadrer et partir d'un bilan, où est-ce que nous en étions, pour se donner des objectifs qui sont liés à la loi LOM. Et effectivement, les véhicules utilitaires, comparés à d'autres entreprises, ont eu un boom, et qui est beaucoup lié effectivement aux appels d'offres de nos clients. Et non seulement nous avons fait un gros travail sur les véhicules de fonction, et sur les véhicules de fonction, comme disait Stéphane, il y a beaucoup d'aides de l'État, la fiscalité est très porteuse, donc faire le bénéfice et, on va dire, avantage-inconvénient sur ces véhicules, c'est très facile. Et sur les véhicules utilitaires, moi, je distingue 2 catégories de véhicules utilitaires. C'est les véhicules utilitaires tels que des Zoé, des véhicules de place, et également des gros véhicules, effectivement, plus des transits ou plus de 3 tonnes et autres. Il y a vraiment ces 2 aspects-là. Selon le métier, les clients où Honnête intervient, ce n'est pas la même chose. Donc, ça dépend. Ça dépend des secteurs. Alors du coup, aujourd'hui, combien avez-vous de véhicules utilitaires électriques à la route ? Alors là, nous avons fait en plus 13% des véhicules. Nous atteignons en 1 an, on va dire, une centaine qui se rajoutent à notre transition que nous avions déjà entamée, car comme vous le savez, les gros groupes, et c'est là que je vous rejoins, font ce qu'on appelle des études d'énergie avec les BGS, sur lesquelles nous avons des plans avec des objectifs de résultats de diminution de nos gaz à effet de serre. Et du coup, est-ce que vous avez rencontré des difficultés dans la mise en place justement de ces utilitaires électriques ? Quels ont été les obstacles et éventuellement les succès que vous avez rencontrés dans ce domaine-là ? Nous avons commencé par faire une étude auprès de nos 4000 conducteurs pour connaître déjà leurs habitudes. Et je pense que là, l'intérêt de la flotte automobile, c'est déjà de s'adresser aux conducteurs. Et nous sommes aperçus que 80% de nos conducteurs avaient un périmètre de 200 km. Donc ça permet déjà de lier vraiment l'usage. C'est bien de travailler sur la typologie des véhicules et de proposer dans chaque catégorie un véhicule électrique, mais également il faut que ça corresponde à l'usage de nos conducteurs, et ça c'était vraiment le plus important dans le dossier. Ensuite, quand nous avons fait cette étude, nous leur avons posé la question, est-ce qu'il y avait la possibilité de leur mettre une borne proche de leur domicile ? Car effectivement, le chargement est la donnée clé des véhicules. Les véhicules utilitaires, si c'est des 2 places, ils ont une forte autonomie. Donc là, on n'a pas cette problématique, on va au-delà des 400 km. Si on bascule dans le Kangoo, la Berlingo et autres, là, l'autonomie n'est pas la même. Donc, nous avons fait 14 sites pilotes en France, puisque nous avons à peu près 300 agences en France qui interviennent directement chez le client. Et là, nous avons mis des bornes. Et ça fonctionne très bien, puisque même le site de Lyon a commandé 25 véhicules fourgons sur le site, et ça répondait à un appel d'offres de la ville de Lyon. Alors dans votre intitulé de poste, il y a responsable des préventions des risques routiers. Est-ce que les collaborateurs se comportent mieux finalement au volant d'un véhicule utilitaire électrique ? Alors c'est une très bonne question. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a une étude qui a été faite sur les taxis à Londres qui disait que les taxis qui avaient basculé dans le monde merveilleux de l'électrique étaient beaucoup moins stressés. Donc voilà, nous ne l'avons pas encore mesuré, mais le retour que nous avons, c'est que nous faisons depuis plus de 10 ans des formations d'éco-conduite. Donc ça, c'était notre première action sur l'impact positif de notre diminution de nos gaz à effet de serre. Et je ne sais pas si vous avez fait des formations éco-conduite, mais quand on fait une formation éco-conduite, on apprend à gérer l'inertie de son véhicule.
Et ça correspond exactement à la conduite d'un véhicule hybride ou électrique. Et quand on conduit un véhicule hybride et électrique et qu'on a déjà été formé à l'éco-conduite, on sait très bien utiliser l'inertie de son véhicule. Et moi, quelqu'un qui est concentré sur sa conduite et qui garde ses distances de sécurité pour garder l'inertie de son véhicule, ça me convient parfaitement. D'accord, écoutez, c'est parfait. Et concernant les bornes de recharge, donc vous en avez installé un bon nombre aujourd'hui. Est-ce que, voilà, on a commencé à en parler tout à l'heure, c'est des dossiers assez compliqués à gérer, donc voilà, c'est un petit peu un nœud administratif. Alors oui, on ne s'attendait pas à ça. Alors déjà, en termes de délai, on a effectivement demandé des bornes, fait des accords cadres avec nos prestataires. On a fait un gros travail pour, j'allais dire, optimiser la demande de notre agence, c'est-à-dire combien de véhicules pour ces 3 prochaines années il souhaitait commander, quels étaient l'usage de ces véhicules pour adapter les bornes à cette agence en particulier. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, nous avons référencé des partenariats pour installer des bornes. Il faut se poser la question également du temps de charge. Il faut se passer également tout un tas de questions sur les câbles qu'on évoquait tout à l'heure. Et tout ça, il faut le packager. Et c'est pour ça qu'on a fait une grosse étude avec Stéphane pour, on va dire, allier le besoin à la demande. Et quand on a mis ça en place, on a été confronté au problème des semi-conducteurs. Et nos bornes qui devaient être livrées en 15 jours, là, on nous annonce beaucoup plus de délais, ce qui a frustré nos agences. Et on a essayé d'y remédier. Et c'est vraiment l'actualité d'aujourd'hui. D'accord. En tout cas, tous les véhicules peuvent rouler aujourd'hui, même s'il n'y a pas toutes les bornes. On a pallié au problème. Donc oui, on a réussi à s'en sortir et nos agences sont bien équipées, nos véhicules sont bien livrés et nos conducteurs sont bien formés. Donc oui, on est parti sur le pilotage chez Honnête des véhicules électriques. Écoutez, parfait. Alors les personnes qui nous regardent aujourd'hui, j'imagine, se posent aussi la question du coût d'une telle initiative. Alors peut-être que je vais me tourner vers Stéphane pour ces éléments financiers. Aujourd'hui, au niveau du TCO, alors au-delà du cas d'Honnête, mais plus globalement, est-ce que le véhicule électrique aujourd'hui est compétitif par rapport à un équivalent diesel comme on peut les connaître aujourd'hui? C'est vrai que sur les véhicules électriques, il faut raisonner aussi en termes de capacité du produit. Donc souvent, nous, on va parler de rapport prix-autonomie, puisque c'est un marché où on a effectivement des fourgonnettes, des fourgons moyens et des grands fourgons. Et on voit que l'offre produit est quand même très différente. On va avoir des véhicules qui peuvent être gros avec peu de capacité, ce qui fait que ces grands fourgons avec peu d'autonomie deviennent finalement plutôt des véhicules d'image ou des véhicules où on n'a vraiment pas le choix, on prend ça parce qu'en termes de coût, c'est plus élevé. Par contre, sur des segments comme du fourgon moyen, de la citadine de place, là, on a une compétitivité en termes de coût du véhicule électrique, notamment parce qu'il peut rouler beaucoup. On va parler d'autonomie qui vont entre 200 et 300 km au quotidien. Donc, il faut se rappeler que 200 km par jour, c'est 40 000 par an. 300 par jour, c'est 60 000 par an. Donc, c'est des gros rouleurs. On peut rouler beaucoup en électrique. Et c'est là que ça devient intéressant, puisque quand on regarde un coût de détention d'un véhicule thermique, on va avoir une part de l'énergie qui va être entre 1/3 et 50% sur un véhicule utilitaire. Quand on va basculer en électrique, on va gagner beaucoup, on va investir plus parce que le véhicule coûte plus cher à l'achat. On va gagner sur l'entretien puisqu'il y a moins de frais d'entretien. Et on va aussi gagner sur l'énergie, puisque l'énergie, on va baisser le poste de coût de 1/3 à 50% selon là où on charge, puisque là, il y a d'assez gros écarts. Donc, en termes de coût de détention, sur certains segments, l'électrique, c'est déjà le moins cher. Quand on roule beaucoup sur un fourgon moyen, c'est déjà moins cher d'être en électrique. Tant qu'il y a des aides, évidemment. Quand il n'y aura plus d'aides, ça sera un sujet d'appétit du marché ou de capacité des constructeurs à baisser les coûts. Sur les citadines, c'est le cas aussi. On est déjà sur des véhicules qui sont aussi compétitifs en électrique qu'en diesel. Ce n'est pas encore le cas sur les fourgonnettes, parce que pour l'instant, les produits disponibles ont des autonomies relativement faibles, donc on ne peut pas faire des gros roulages. Et ce n'est pas le cas sur les grands fourgons non plus, où ça coûte quand même plus cher, parce qu'on ne peut pas non plus rouler énormément avec un grand fourgon électrique. Voilà. Alors, justement, on va peut-être parler un petit peu d'offres avant de poursuivre le débat. Il y a beaucoup de nouveaux utilitaires qui vont arriver dans les 2 prochaines années, on va dire. Il y a le nouveau Kangoo qui est prévu l'an prochain avec ses équivalents chez Nissan et chez Mercedes. Il y a le grand fourgon chez Ford. Il y a toute la gamme PSA qui est électrifiée. Donc, est-ce que
toute cette arrivée massive de produits, est-ce que finalement aussi ça va permettre, par exemple, de voir les prix baisser et voir le TCO aussi devenir plus compétitif? Pierre-Yves ou David, si vous avez des éléments sur le sujet. Je laisserai la parole à David. Allez-y. Oui, aujourd'hui, nous, on a beaucoup travaillé sur justement comment on arrive à baisser les coûts sur la partie fourgon, parce que c'est vrai que c'est plus cher, hein, on va pas se leurrer. Et puis, il y a l'infrastructure aussi, hein, les bornes. Lorsque vous avez 10 véhicules, c'est un gros point de charge quand même. Donc, il y a des coûts supplémentaires. Nous, on a beaucoup travaillé là-dessus. Alors, aujourd'hui, les véhicules, ils ont de plus en plus des grosses batteries. Aujourd'hui, on ne les voit pas baisser. Alors, il y a des aides et autres, mais on travaille beaucoup plus sur comment on va les rentabiliser, c'est-à-dire effectivement rouler plus, les rendre polyvalents. Alors, quand vous êtes en zone ZFE, par exemple, on a beaucoup travaillé sur ce sujet. Donc, vous allez avoir des chantiers qui seront vraiment électriques. Et puis, vous pouvez avoir un chantier qui est à 300 km dessus. Et là, à moins de doubler la flotte, parce que là, c'est un surcoût en fait de nombre de véhicules, et ben, ça devient très compliqué. Hein, il y a ce surcoût de transition quelque part, jusqu'au jour où on aura des véhicules électriques qui feront 800 km en un seul plein. Donc on a beaucoup travaillé par exemple sur la polyvalence des véhicules. C'est-à-dire, par exemple, enlever un camion atelier qui va sur un diesel, faire de la livraison avec un véhicule qui est un quart d'heure avant un camion atelier, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes, parce que ce sont des clés de réussite. Aujourd'hui, moi je dis toujours, le véhicule électrique, il doit rentrer en fait, dans un schéma économique de transport actuel. Hein, et je dis encore plus simplement, vous n'allez pas payer votre pizza 2 fois plus cher parce qu'elle est livrée avec un VU électrique. Donc il faut que ça rentre dans un modèle électrique et généralisé. Alors David, c'est arrivé de l'offre. En attendant aussi les véhicules hydrogène, et on reparlera peut-être plus tard, certainement plus tard, du TCO de ces véhicules hydrogène, mais en tout cas cette offre qui arrive, est-ce que ça peut créer une impulsion sur le marché? Très clairement, très clairement. Donc IVIA se focalise sur la mobilité décarbonée hydrogène et tout l'écosystème hydrogène, c'est notre particularité. Et donc pour rejoindre ce que décrivaient Stéphane et Pierre-Yves, en fait, effectivement, sur les gros véhicules utilitaires, pour moi, je pense qu'il y a une limite en fait sur la capacité à mettre des grosses batteries qui, au bout d'un moment, annulent la capacité de charge du dit véhicule qui est fait pour ça. Donc c'est un petit peu un contresens. Alors que quand on part sur une solution hydrogène, on augmente la capacité jusqu'à 500 km. 500 km, hein, donc ça permet aux gens de faire leur boucle une fois ou plusieurs fois, de faire des choses non prévues. Et de recharger en quelques minutes. Donc c'est tout l'avantage de l'offre que IVIA avec le Renault Master pourra apporter. Alors on va revenir en détail tout à l'heure, effectivement, sur... parce que vous venez de présenter votre premier véhicule, vous allez nous en parler. Mais avant, je voulais revenir vers vous, Pierre-Yves, nous préciser un petit peu la spécificité de Watèa, donc, qui est un nouvel acteur sur le marché des utilitaires électriques. Et comment finalement vous accompagnez les entreprises, quels sont les points clés, les bonnes pratiques à mettre en place quand on veut déployer des utilitaires électriques et plus tard hydrogène. Alors, le préalable, c'est peut-être aussi de faire un audit de ce qui est possible de faire au niveau des collaborateurs. En fait, l'axe de Watèa by Michelin, c'est de rendre accès en fait, assez facilement à toutes les flottes, quelle que soit leur taille, à cette mobilité électrique, alors qu'elle soit batterie ou hydrogène par ailleurs. Hein. En tant qu'ex-fondateur de Symbio, j'ai beaucoup travaillé dans l'hydrogène, donc ça fait partie effectivement du portefeuille. Donc la première chose, c'est effectivement d'avoir un audit, c'est-à-dire en fait on équipe des véhicules diesel avec des trackers, puis on regarde pendant 1 mois et demi, 2 mois ce qui se passe. C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils font en vrai, et donc tout ça c'est modélisé. On fait aussi un autre audit qui est l'audit du site, c'est-à-dire est-ce qu'on pourra avoir la charge électrique pour tous ces véhicules. Voire on discute avec Enedis pour savoir si effectivement le transformateur du coin de la rue, lui, il va tenir le coup. On va aussi un petit peu au-delà, c'est-à-dire que lorsqu'on a beaucoup d'itinérance, on qualifie les endroits où on pourra faire de la recharge opportuniste. Alors, je ne veux pas vous faire le 10 mètres cubes qui rentre dans une place Bolloré à Paris ou d'une Zoé quelque part ailleurs. Souvent, les véhicules utilitaires, en fait, on n'a pas prévu cette itinérance, ça n'a pas été du tout prévu. Et lorsqu'on doit aller à 10-20% au-delà de la capacité batterie, on est obligé d'avoir un petit peu d'itinérance. On travaille aussi sur des superchargeurs pour pouvoir, en 20 minutes, remettre 50-60 km aujourd'hui. Donc voilà. Donc déjà, il y a cette phase d'audit qui est un petit peu plus large que le véhicule.
Après ça, il y a la qualification des véhicules. Donc effectivement, aujourd'hui, on a différentes tailles de batteries. Les gros utilitaires ont plutôt des petites batteries. Il y en a des nouveaux qui arrivent avec des 80 kWh ou de l'hydrogène, par ailleurs. Et puis, on va les qualifier. Ah, c'est intéressant, justement. Je voulais vous poser la question. Donc, vous avez testé tous ces utilitaires électriques. Oui, tout à fait. Avec des bonnes, des mauvaises surprises. Alors, il y a une autonomie annoncée, une autonomie théorique, mais en conduite, c'est pas toujours. On va pas critiquer une bonne surprise. On va pas critiquer les algorithmes constructeurs. Non, en fait, ce qu'on fait, Wata by Michelin, c'est Clermont-Ferrand. On a de la chance parce qu'il fait froid. En plus, ça monte. Et puis, on a trouvé des sacs de sable, donc on les charge, ces véhicules-là, en vrai. C'est-à-dire qu'on met 1 tonne ou 1,5 tonne, et en fait, on fait différents parcours dessus. Donc, on va qualifier les véhicules avec différents types de conduite. C'est-à-dire un vrai éco-conducteur ou quelqu'un qui, lui, c'est un Fangio du diesel et il va rester comme ça. Et en fait, on a modélisé ça dans les algorithmes pour comprendre, en fait, sur les véhicules, quels sont les meilleurs véhicules pour tel type d'usage. J'en revenais à ce que Nathalie disait. L'usage, c'est d'abord, il faut faire rouler les chauffeurs. Soyons très clairs de ce côté-là. Et puis, effectivement, il y a des différences. On a récemment testé 2 véhicules qui ont exactement les mêmes caractéristiques, mais de deux marques différentes. Alors, il y en a un qui est très bien quand on fait de la nationale. Alors, il fait ses 150 ou 160 km. Et puis, en ville, il s'écroule. Voilà, voilà. Et puis l'autre, c'est juste le contraire. Ça, c'est le plus étonnant qu'on ait eu jusqu'à maintenant. C'est effectivement, il y en a un qui va très très bien faire de la ville, il tient les kilométrages, et puis il y en a d'autres, finalement, dans les tests, en ville, c'est une horreur. Par exemple, à 80, il les fait, c'est 150 km. Voilà. Ça, c'est des exemples typiques de grosses différences qu'on peut avoir. Bon, en attendant de pouvoir tester les futurs véhicules hydrogène de chez IVIA, je voulais vous poser la question aussi sur la formule d'abonnement que vous proposez. Alors, c'est quelque chose, c'est pas de la location longue durée, vous financez les véhicules, mais vous apportez plein de services avec. Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu cette spécificité de Watèa? Alors, c'est un système d'abonnement. Donc, le plus simple, c'est quand vous êtes chez Orange, vous cherchez un smartphone, on vous le met pour 1 euro symbolique, et puis vous avez un abonnement. Donc ce système-là, donc ça comprend le véhicule, ça comprend la borne également, ça comprend l'itinérance. Donc soit de l'itinérance, alors on essaie de travailler sur l'itinérance 360, c'est-à-dire qu'effectivement aujourd'hui c'est la charge à la maison qui est très importante, la charge collaborateur. On travaille aussi avec les réseaux agrégés, c'est-à-dire ces bornes itinérantes qu'on préqualifie, et on est en train de travailler sur des superchargeurs qui permettront de réserver, voire longtemps à l'avance, quelqu'un qui n'a juste pas la possibilité de se charger. Typiquement, l'artisan, la voiture, elle est devant, il est en pleine ZFE, et lui, il ne fera jamais le plein. À moins de trouver une rallonge assez longue, ça ne va pas marcher. Donc on travaille vraiment à packager ça avec tous les tracas administratifs de compteurs, de primes à devenir, etc., etc. Parce que c'est la première analyse, c'est-à-dire pour donner accès à tout le monde, déjà il faut simplifier. Et puis moi, en tant qu'ancien des télécoms, l'abonnement c'était la chose la plus simple. Et derrière ça, il faut la rendre rentable, c'est-à-dire aller vers la neutralité économique. Donc là, effectivement, on a des systèmes qui permettent d'avoir une vraie polyvalence sur les véhicules, notamment les gros véhicules qui sont les plus chers en termes de TCO. Et on a rajouté beaucoup d'électronique. Alors, on en a dedans pour gérer le parcours, pour synchroniser avec les bornes, la charge. On a rajouté de l'Internet des choses, par exemple, pour ne pas perdre de matériel, typiquement, qui a un grand traditionnel, ou simplement partir avec son matériel. Parce que, en gros, vous faites 70 km, ils vous montent votre trousse à outils, vous revenez, ça s'appelle un RTT, là. C'est 10 heures de charge sur un gros véhicule. Donc voilà, on a beaucoup travaillé pour essayer d'avoir cette neutralité économique le plus vite possible, donc vraiment aussi dans le but de rendre accessible, pour qu'on soit capable de le diffuser simplement. Et juste quelques mots pour finir sur cette solution d'aménagement amovible que vous avez présentée il y a quelques jours, et je crois que vous avez eu beaucoup de succès quand vous l'avez révélé. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? C'est assez atypique, assez original. Alors en fait, oui, en gros, on l'a fait, la première version, c'est sur un fourgon 11 mètres cubes. Donc en fait, on a une plateforme qui se dock, littéralement. Alors, ça prend à peu près 3 minutes et demie. Donc vous rentrez 1,5 tonne de matériel sur roue, vous le rentrez à l'intérieur. Ça se verrouille, les pans s'écartent pour ne pas perdre de place utile.
Et ça a été fait, en fait, pour faire de la polyvalence de véhicules. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que vous avez des véhicules très spécifiques, notamment dans le BTP. Puis de temps en temps, le plombier, il va avoir une baignoire à livrer. Il dit, mais je ne vais quand même pas reprendre un autre véhicule électrique. Ça, c'est la première couche. Et la deuxième couche qui est très opérateur, quelque part, c'est le fleet shipping. C'est-à-dire qu'entre l'entreprise de BTP à Grenoble qu'on a installée et celle qui fait la livraison de derniers kilomètres, il se trouve qu'entre Noël et le 1er janvier, il y en a un qui ne travaille pas beaucoup. On peut enlever le camion à atelier et la passer sur les livraisons de Noël dessus. Donc ça fait du shipping. Et là, ça baisse. Il suffit que ce soit un mois ou deux. Un mois ou deux, vous baissez de 10, 15, 20% quelquefois votre TCO. Pourquoi ? Parce que vous ne payez pas ces abonnements-là. Voilà, typiquement, les raisons pour lesquelles on a fait ça. Alors effectivement, la flotte auto, ça a eu un très grand succès. Alors je vois que David est très intéressé par cette solution amovible. Alors peut-être qu'on la verra un jour sur les utilitaires Hivia. Alors je vous propose d'ouvrir maintenant le chapitre hydrogène. Alors le gouvernement a fait beaucoup d'annonces dans le domaine de l'hydrogène récemment, un plan d'investissement de 7 milliards d'euros d'ici 2030. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous faire un topo aujourd'hui de cette filière hydrogène qui est en train d'émerger assez puissamment ? Tout à fait. Donc il y a tout un écosystème qui est en train de fleurir en France et en Europe. Effectivement, le programme que vous mentionnez. Donc Hivia a eu le privilège d'être pré-notifié dans ce programme de subvention pour ce qui, quelque part, démontre l'importance et l'intérêt de ce que l'on va offrir. Donc nous, effectivement, Hivia, c'est I pour hydrogène, via la voie, et donc on veut s'engager dans cette démarche. Nous allons présenter, et on a révélé la semaine passée, un prototype du fourgon Master H2Tech et de la station de recharge Hivia. Et donc dans ce cadre, effectivement, je suis très intéressé par ce que Pierre-Yves décrit en termes de versatilité, parce que on s'inscrit forcément dans un schéma où les véhicules utilitaires sont dans un usage intense. Donc plus le véhicule est en utilisation intense, c'est là que l'hydrogène a son sens. On passe au-delà des problèmes d'autonomie, puisqu'on peut recharger en quelques minutes. Donc je suis très intéressé, effectivement, on peut changer l'utilisation du véhicule. Donc ça, c'est très, très, très facile, très, très pratique. Et clairement, l'avenir et l'appétence et les discussions que l'on a avec les clients potentiels aujourd'hui, c'est on est avec des gens qui sont dans une recherche d'essai. On veut essayer l'écosystème, donc on a besoin de les accompagner dans ce sens-là. Alors justement, chez Hivia, donc vous allez proposer des véhicules. Alors sur Base Master, on parlera des caractéristiques après, mais aussi proposer tout un écosystème avec la recharge, enfin c'est pas la recharge, mais les stations d'hydrogène, un écosystème complet pour finalement accompagner au mieux les entreprises. C'est l'idée. Tout à fait. Donc on est en France, donc on est très orienté vers la gastronomie. Donc nous on offre une carte complète, c'est-à-dire la mobilité, les stations de recharge, l'hydrogène, voire l'électrolyseur si vous avez l'énergie verte à disposition. Cependant, on est à l'écoute de nos clients, et si nos clients disent moi j'ai déjà une station à proximité, donc j'ai besoin que des véhicules, on fait que ça. Et à contrario, on sait remonter les échelons pour vous êtes à côté d'éoliennes, un parc éolien, on vous installe l'électrolyseur, et après vous avez de l'énergie gratuite à disposition. Énergie verte à disposition. Verte, c'est important. Oui, l'hydrogène vert est souligné dans le plan d'investissement gouvernemental. Ça fait partie des priorités, effectivement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos du Master H2Tech que vous avez présenté la semaine dernière? Quelques caractéristiques sur ce véhicule? Tout à fait. Donc le fourgon H2Tech Renault H2Tech que nous avons présenté la semaine passée fait partie des 3 véhicules que nous allons lancer. Donc nous avons le fourgon, nous avons le châssis cabine et le Citybus. Et donc, pour revenir à la discussion sur le coût d'utilisation, le TCO, ce que l'on peut voir aujourd'hui, malgré un coût de l'hydrogène qui est encore élevé en France, il est moins cher par exemple aux Pays-Bas, on se rend compte que notre offre est d'ores et déjà compétitive sur le Citybus. En utilisation intense, vous avez un bus qui va de 5h à 22h. Si vous êtes en électrique, il vous faut 2 voire 3 véhicules. Alors que là, avec un seul véhicule, je fais tout le shift, et 1 ou 2 chauffeurs peuvent faire toute la journée. Donc clairement, un coût d'utilisation compétitif dès aujourd'hui.
Et quelle est la place finalement pour les utilitaires hydrogène sur le marché global de l'utilitaire? Est-ce que vous avez des projections? À quel type de besoin ça pourrait répondre? Quelle part du marché ça pourrait représenter on va se projeter peut-être à la fin de la décennie. Tout à fait. Donc l'objectif de IVIA est extrêmement simple, c'est 30% des véhicules utilitaires hydrogène à l'horizon 2030. 30% 2030. Très très clair. Et en fait, on a, comme je disais, il y a plusieurs applications. Soit ce sont des flottes captives, comme Nathalie l'expliquait, où là, il y a un nombre de véhicules suffisant pour justifier un investissement d'une station de recharge. Ça résout les problèmes de est-ce que j'ai le câble suffisant pour alimenter cette grande flotte, parce qu'en général, toutes les voitures reviennent au même moment et doivent être chargées au même moment, donc ce qui pose est-ce que le transformateur il va tenir ou pas. Donc nous, on s'affranchit de tout ça. Donc ça, c'est un type de client. L'autre type de client, c'est une communauté ou une agglomération qui a développé un parc éolien, qui veut les utiliser à bon escient et donc qui dit mes bennes à ordures, je veux que ça soit hydrogène. Et donc chez PVI, une filiale de Renault, ils ont cette offre. Ils ont besoin de fourgons pour faire les livraisons de dernier kilomètre sans émission. On sait fournir cette offre, voire la mobilité urbaine avec le Citybus de 15 places. Alors, ma question s'adresse à vous deux, Pierre-Yves et David. Est-ce que vous avez déjà des contacts avec des entreprises qui souhaitent déployer des flottes hydrogène, ou il faut attendre un petit peu encore avant que ça devienne une réalité? Alors la réponse est clairement oui. Oui. Nous, on a une liste d'attente sur l'hydrogène. Donc on attend le catalogue pour le mettre au catalogue. On a travaillé beaucoup en parallèle sur en fait, faire le même métier qu'en électrique, mais pour l'hydrogène, c'est-à-dire l'interco entre les stations. Donc on travaille avec un grand gazier français connu, on travaille avec un autre gazier de gaz aussi connu, et puis bien sûr avec Aiva, donc c'est les mêmes technos. Donc, voilà. Donc déjà pour avoir une expérience utilisateur qui soit simple, on n'a pas les mêmes problématiques sur nos recharges hydrogène, mais quand même, il ne faut pas que 200 véhicules arrivent en même temps, parce que c'est comme un château d'eau, lorsque vous avez vidé le haut de pression, il n'y a plus rien. Voilà, donc il y a aussi un petit peu de travail. Alors c'est beaucoup plus flexible l'hydrogène, c'est pas moi qui va aller contre, c'est clair, mais il y a aussi un petit peu de gestion, au niveau des véhicules. Donc nous, on est prêts aujourd'hui, sous réserve d'avoir les catalogues constructeurs avec les prix, à prendre en charge en fait cette mobilité hydrogène, et aussi à organiser, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est sur des technologies nouvelles, une maintenance qui ressemble à une maintenance de diesel aujourd'hui. C'est-à-dire pas un véhicule qui soit immobilisé 3 mois, parce qu'il faut juste former les gens et trouver les bonnes pièces. D'accord. David, alors on est... Non, tout à fait. Prise de contact déjà établie. Tout à fait. Je confirme l'appétence pour l'hydrogène. Elle est extrêmement forte. Je mentionnais un écosystème, et il y a vraiment un engouement, en particulier en France et en Europe en général, sur cette technologie, parce que, encore une fois, sur le véhicule utilitaire, cela a un sens. Et donc, pour l'instant, bien sûr, on ne parle pas de volume très très important par client potentiel, mais c'est à chaque fois plusieurs véhicules en disant on veut essayer, on veut faire le proof of concept, le POC comme on dit, pour valider la technologie. Confirmer qu'en utilisation, c'est très facile. On voit que dans les entrepôts, les chariots élévateurs à pile à combustible, on remporte la mise aujourd'hui. Donc clairement, c'est quelque chose sur lequel on s'engage avec ses clients potentiels. Alors, Nathalie, sur la base de ce que vous avez entendu sur l'hydrogène, est-ce que ça peut être une piste chez Honnête, peut-être pour les années qui viennent, pour prendre le relais pour certains déplacements? Alors, comme vous l'avez compris, Honnête est une entreprise de service, donc proche de son client. Et quand je parlais d'impact d'Honnête au niveau de l'environnement, mais aussi chez le client, on a pris de la hauteur et à travers des plans de mobilité pour comprendre un peu les déplacements de nos agents, responsables d'agence, responsables d'exploitation. On a travaillé sur déjà pourquoi ils se déplaçaient. Donc effectivement, quand on arrive dans une ZFE comme Paris, qui nous annonce que le véhicule diesel sera interdit d'ici 2024, il faut l'anticiper maintenant. C'est ce que nous avons fait en adaptant nos véhicules à la zone, au même titre qu'on va l'adapter aux clients. Donc effectivement, si Michelin, dans laquelle nous intervenons, demain passe à l'hydrogène, évidemment, nous allons nous adapter, comme toutes les ZFE qui donnent un cahier des charges assez très restrictif pour intervenir en ville.
On parle d'ailleurs de hubs qui sont mis à l'extérieur des zones afin de faire le dernier kilomètre à vélo ou sous d'autres formes. Donc nous étudions vraiment, je veux dire, dans sa globalité, via des plans de mobilité pour comprendre quelle est la spécificité de chaque site pour pouvoir nous adapter et adapter nos véhicules en conséquence. Les ZFE sont définis, mais les pics de pollution aussi. Quand nous avons un pic de pollution et que les préfets de région imposent également des règles prédéfinies, il faut pouvoir y répondre. Et notre objectif est d'aller répondre aux besoins de nos clients. Donc nous nous adapterons à toutes les infrastructures présentes sur le marché. D'accord. Stéphane, un mot sur l'hydrogène, même quelques mots, allez-y, sur l'hydrogène. Alors, sur l'hydrogène, c'est vrai que nous, on en parle peu parce que c'est plutôt une technologie de demain et que nous, on traite le problème d'aujourd'hui et qu'il arrive vite. Comme Nathalie l'a dit, le principal sujet qui a fait bouger les choses, c'est la mise en place des zones à faible émission. Il faut avoir à l'esprit que ça n'interdit pas les véhicules thermiques, les zones à faible émission, ça interdit le diesel. Donc si on a une alternative essence, on peut continuer de rouler en essence. Il se trouve sur l'utilitaire, des grands fourgons essence, il n'y en a pas, des fourgons moyens, il n'y en a pas, et il n'y en aura probablement pas parce que si on voit la facture d'essence qui arrive avec ces véhicules qui consomment beaucoup, bon, ça va faire peur à tout le monde à juste titre, et puis ça ne serait pas vraiment un pas progressif. Donc la solution, à court terme, c'est plutôt l'électrique, puisque l'hydrogène, ça viendra juste après, et puis il n'y a pas d'infrastructure de recharge facilement accessible, donc c'est un écosystème à construire, mais c'est plutôt après-demain que juste demain. Et on voit au travers des échanges qu'on a aujourd'hui qu'on est dans une phase de test. Il ne faut pas imaginer que le passer en électrique, c'est un Big Bang. C'est plutôt sur le VU, c'est toujours du test. Ça se fait au rythme de l'arrivée des nouveaux produits, des autonomies plus grandes qui répondent à plus d'usages. Donc on analyse quand on veut faire ces tests. Est-ce que je peux recharger la nuit? Oui, non. Si je ne peux pas, déjà, c'est quand même une contrainte pour passer en électrique. Est-ce que mon pic d'autonomie correspond au véhicule, c'est-à-dire 100, 200, 300 km par jour? Et puis après, est-ce que j'ai ce fameux rapport prix-autonomie qui répond? Si j'ai oui à toutes les questions, je peux passer en électrique et les entreprises ont plutôt intérêt à le faire dès maintenant pour tester que d'attendre d'être au pied du mur, sachant qu'on est déjà au pied du mur. Mais du coup, sur l'utilitaire, est-ce que l'autonomie, on arrive aujourd'hui à des chiffres de 300 km sur certains produits, est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il y a besoin d'aller au-delà, comme sur des berlines qui vont à 700, 800 km dans un C'est futur des belles proche? berlines à 700 km, mais... Il commence à y en avoir. Hein, alors, sur les utilitaires, c'est quand même une contrainte. C'est-à-dire qu'on peut raisonner grand fourgon, on va se dire qu'on a un rayon d'autonomie de 100 km sans contrainte. Fourgon moyen, on va être à 250 km. Et fourgonnette, très bientôt, on sera dans les mêmes niveaux. Les produits ne sont pas encore là, mais ils arrivent. Donc, sur tous ces segments, quand vous regardez une flotte qui a des centaines de véhicules, il y a toujours des gens qui roulent moins de 100 km par jour, qui ne dépassent jamais ces pics d'usage. Et cela, une entreprise a intérêt à le faire tout de suite pour tester, pour préparer le terrain et de se dire, au fur et à mesure, je vais adapter mon renouvellement de véhicules à la réponse des produits à mes pics d'usage. Et sur l'hydrogène, on est sur des autonomies de plus de 500 km à peu près. On vise 500 km. Vous visez 500 km, voilà, donc ça va répondre à des besoins différents. Mais voilà, on l'a abordé, la question sera aussi la disponibilité du réseau de recharge. Alors, vous ne pouvez pas fournir toutes les bornes de recharge du pays. Il faudra quand même qu'il y ait un réseau qui se mette en place. Aujourd'hui, on en est où dans ce domaine-là? Est-ce qu'il y a un plan de développement, un tableau de développement, une marche à suivre dans ce domaine-là? Tout à fait. Donc, nous travaillons dans le cadre de l'IPCEI pour le développement de l'infrastructure et des véhicules. Donc ça, c'est ce que notre contribution là-dessus. Mais il y a également l'ADEME travaille sur un plan sur l'infrastructure pour permettre la livraison d'hydrogène et que ce soit sur la mobilité, les taxis, les véhicules utilitaires ou après pour les plus grosses industries, pour le train ou ce genre de choses. Donc effectivement, il y a tout un plan qui est en cours, qui est important et les choses vont assez vite. Donc je pense que c'est pour ça qu'il y a une réelle appétence et un réel engouement autour de l'hydrogène en ce moment. Et un plein d'hydrogène, du coup, ça coûte combien par rapport à un plein d'essence de diesel ou un plein d'électrique? Alors, je pense qu'il faut qu'on soit vigilant quand on parle du plein. Aujourd'hui, c'est cher. Alors, quel est l'objectif quel serait l'objectif raisonnable en la matière? On a la visibilité avec de l'hydrogène vert en dessous des 10 € du kilo à faire un coût d'utilisation qui est très comparable au diesel.
Donc ça, c'est complètement visible. Mais encore une fois, ça dépend de la capacité qu'on va avoir à trouver de l'hydrogène vert. Et donc, on s'inscrit dans ce schéma-là avec nos électrolyseurs, à trouver de l'hydrogène vert moins cher. Stéphane mentionnait aussi le coût des moteurs essence avec Euro 7 qui arrive, le coût du moteur et la dépollution qu'on va devoir mettre sur les véhicules va rendre ces moteurs-là extrêmement chers. Donc encore une fois, un impact négatif sur le coût d'utilisation, alors que nous, on n'aura pas ce problème-là. Et on est au début de la technologie, donc l'optimisation des coûts est devant nous. D'accord. Pierre-Yves ? Oui, alors moi, quand j'ai commencé dans l'hydrogène, la parité elle était à 6 € le kilo d'hydrogène. Avec 1 kilo d'hydrogène, on fait 100 km. Aujourd'hui, le diesel augmentant, d'une manière générale, on va effectivement se rapprocher des 8, 9, 10 €. Alors que même le thermique, lui, est de plus en plus cher en termes de TCO, ne serait-ce que par la valeur résiduelle qui a tendance à s'effondrer. Donc voilà. Et le prix du carburant qui monte en flèche. Et les produits du carburant qui montent en flèche. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, simplement pour un petit peu résumer, l'électrique, c'est un marché qui est fragmenté. Avant, un diesel, on ne se posait pas la question. Hein. On achetait un diesel, on faisait le plein, puis on faisait à peu près ce qu'on voulait avec. On est plus maintenant dans un synchronisme par rapport à l'activité. Hein. Même avec des véhicules de très petite capacité batterie, maintenant, on est obligé de savoir où on va s'arrêter, comment on va planifier. C'est d'ailleurs notre métier en tant qu'opérateur, c'est de donner la synchronisation la plus facile possible. Et sur les segments, donc l'hydrogène, je suis assez d'accord, hein, c'est à peu près 20-30%, on ne sait pas encore trop, mais c'est à peu près dans ces eaux-là. Il y a un segment de batterie qui augmente. Aujourd'hui, on s'est électrifié, même avec des gros fourgons, environ 12-15% des flottes, c'est-à-dire qu'ils font leurs 120, 130 km. C'est 12-15% des flottes hein, en moyenne. Et puis, la capacité autour de 80 kWh de batterie. Aujourd'hui, on sait qu'on va à peu près faire le joint avec l'hydrogène, parce qu'à moins de 200 km, à plus de 200 km, pardon, on a assez peu de marché en fait. Hein, on a quelques dizaines de pourcents. Donc tout ça, ça fait un marché en fait qui est fragmenté. Hein. C'est-à-dire avant, on avait des véhicules plutôt d'un volume X qui étaient très polyvalents. Aujourd'hui, on est beaucoup plus fragmenté sur l'approche marché. Alors, il y a même des entreprises qui font le choix de l'E85 et il y a même un constructeur qui propose des véhicules. Est-ce que c'est une solution aussi temporaire ou transitoire sur les VU? Alors, moi, je vais vous dire, c'est un problème de client. En fait, là c'est plus la réglementation. Quand vous avez un client qui vous demande, alors on ne va pas parler de zéro émission, parce que c'est un gros mot, hein, même un véhicule électrique, il a émis, ne serait-ce que pour le construire. Mais quand on vous demande une politique zéro émission, c'est qu'on n'a pas du tout envie de voir quelque chose avec un pot d'échappement. Et en fait, c'est le client, hein, c'est la tendance sociétale de fond, qui vous amène à dire qu'en dehors de toutes les lois, il faut quand même le faire, parce que sinon, je perds mon business, et mon business, il est très important par rapport à n'importe quel choix de technologie véhicule. Parfait. David, un dernier mot? Je voulais juste compléter, effectivement, parce qu'on a parlé du non-sens ou de la difficulté à mettre des batteries de plus en plus grosses dans des gros véhicules utilitaires. En fait, quand on fait ça, on embarque aussi beaucoup de matières rares. D'accord ? Et donc, en partant sur l'hydrogène, on réduit la taille de la batterie. Et donc, sur l'impact cycle de vie de la voiture, c'est quand même très bénéfique. Il y a quand même une batterie sur le Master HD. Il y en a une, mais qui est beaucoup plus petite. Donc, si vous diminuez la taille par deux, vous pouvez faire 2 voitures et donc 2 fois plus de mobilité avec autant de matières premières rares. Parfait. Écoutez, merci à tous. Et avant de conclure, je vous propose de visionner une vidéo de notre partenaire Watèa by Michelin. Aujourd'hui, la transition vers la mobilité électrique est pleinement d'actualité, en particulier pour les professionnels. Ce changement semble parfois compliqué face à de nombreuses contraintes. C'est pourquoi Michelin a créé Watèa by Michelin, une offre qui facilite l'accès à la mobilité zéro émission pour les professionnels. Watèa vous accompagne dans la transition énergétique de votre flotte grâce à un abonnement tout en un, véhicule compris, qui vous assure de pouvoir continuer à travailler jusque dans les centres-villes réglementés et d'être un acteur engagé dans la réduction des émissions de CO2. Et pour améliorer votre efficacité au quotidien, nous allons encore plus loin en adaptant plus de 80 services aux exigences de votre métier. Avec Watèa by Michelin, accédez à un monde de services. Merci beaucoup à vous quatre. Nous sommes arrivés au
au terme de cet atelier. Vos interventions ont été instructives pour toutes les personnes qui nous ont suivis. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le second volet de nos ateliers consacrés aux utilitaires légers. Et nous parlerons, au-delà des motorisations, de toutes les évolutions dont ont bénéficié ces véhicules en termes de sécurité et de confort. Voilà, merci à vous et à la semaine prochaine.